Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux secondes. On va aujourd'hui parler de l'introduction du programme d'histoire qui concerne la périodisation. Pour commencer, on va revoir des notions que vous connaissez bien, c'est-à-dire les unités temporelles. Si on prend la seconde comme unité de base, il faut savoir qu'une minute c'est 60 secondes, qu'une heure c'est 60 minutes, les unités de 24 heures ce sont les journées, les unités de 7 jours, les semaines. Le mois est une unité d'environ 30 jours et correspond à un cycle lunaire. Et une année correspond à une révolution de la Terre autour du Soleil, soit environ 365 jours. Passons à présent aux unités qu'on utilise le plus en histoire, à savoir la décennie, 10 ans, et surtout le siècle, 100 ans, et le millénaire, 1000 ans. Aujourd'hui, dans le monde, on utilise surtout le calendrier grégorien. C'est le plus utilisé. Il a été introduit par le pape Grégoire XIII à la fin du XVIe siècle. Ce qu'il faut en retenir, c'est que son point de départ est la naissance de Jésus-Christ. Mais il n'y a pas d'an 0. L'an 1 commence à la fin de l'an -1. Le début de l'an 1, c'est la naissance supposée de Jésus-Christ. Les siècles sont une unité de temps très utilisée en histoire. Ils s'écrivent toujours en chiffres romains. Vous devez bien connaître les chiffres romains qui sont utilisés pour les siècles, c'est-à-dire au moins de 1 à 22. Sur cette frise, j'ai représenté rapidement en bleu les siècles après Jésus-Christ et en orange ceux avant Jésus-Christ, tous d'une durée de 100 ans. Donc, le premier siècle va de l'an 1 à l'an 100, le deuxième jusqu'à l'an 200, le troisième jusqu'à l'an 300, etc. Alors ce qui nous importe, nous, c'est de savoir comment passer très rapidement d'une date à un siècle. Je vais vous donner là une méthode rapide. Donc à chaque fois que vous avez une date, vous repérez le nombre des centaines et vous ajoutez 1 à ce nombre. Par exemple, là pour 1956, le nombre des centaines c'est 19, plus 1, c'est le 20e siècle. Il faut vraiment que ce soit automatique ça. Quelques autres exemples pour l'an 125, donc le nombre des centaines c'est 1, plus 1, c'est le 2e siècle. Là, pour l'an 42, il n'y a pas de nombre de centaines, donc 0 plus 1, c'est le 1er siècle. Maintenant, s'il y a une date négative, c'est qu'elle s'est passée avant Jésus-Christ, donc on ne dit pas le siècle moins temps, mais on dit le siècle avant Jésus-Christ, donc là moins 620. C'est le nombre des centaines 6, donc le 7e siècle, et comme il y a le moins, c'est avant Jésus-Christ. Maintenant que ces petits rappels sont faits, nous allons réellement passer au cœur de notre sujet sur le découpage périodique. Donc le découpage périodique est né de la volonté de découper l'histoire en périodes historiques. Pour cela, on a déterminé des ruptures et des continuités. Les ruptures marquent des changements significatifs dans l'histoire. Ça peut être des guerres, des révolutions, des changements politiques majeurs, tandis que les continuités représentent des éléments qui persistent à travers toute la période. Des institutions, des croyances par exemple. Alors cette volonté de découper l'histoire est très ancienne. Déjà Hérodote, dans la Grèce antique, avait divisé l'histoire en 3 grandes périodes, la préhistoire, l'histoire et la période de ses contemporains. Déjà, selon sa conception, l'histoire commence à partir du moment où les sociétés humaines ont commencé à enregistrer et à transmettre leurs connaissances par écrit. L'écriture marque un changement majeur dans le développement humain car elle permet la conservation et la transmission des événements et des connaissances à travers le temps. C'est pour cela que l'on fait débuter l'histoire avec l'apparition de l'écriture. On peut donc dire que la rupture entre l'histoire et la préhistoire, c'est l'apparition de l'écriture. La préhistoire elle-même est divisée en 2 périodes, le paléolithique et le néolithique. Et là, la rupture entre ces 2 périodes, c'est l'apparition de l'agriculture et l'élevage qui ont complètement transformé le mode de vie. Sous le paléolithique, l'homme était nomade, il se nourrissait grâce à la pêche, à la chasse, à la cueillette.
alors que sous le néolithique, il contrôle sa nourriture avec l'agriculture et l'élevage, ce qui lui permet de devenir sédentaire. Mais cette distinction au sein de la préhistoire est beaucoup plus récente que celle entre histoire et préhistoire, puisque là, le premier qui a fait cette distinction est l'archéologue anglais John Lubbock au milieu du XIXe siècle. C'est d'ailleurs également au XIXe siècle que l'historien français François Guizot a proposé une division de l'histoire en 4 périodes: l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Ces 4 grandes périodes sont toujours largement utilisées dans l'enseignement de l'histoire en France et dans les pays francophones. On considère que l'Antiquité commence avec l'apparition de l'écriture et se termine en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. À cette date commence le Moyen-Âge, qui s'étend jusqu'en 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ce sont alors les temps modernes jusqu'en 1789, au début de la Révolution française. Donc ces événements, ce sont les ruptures qui font passer d'une période à une autre. Et chaque période est caractérisée par des continuités tout au long de la période. Donc par exemple, l'Antiquité, c'est l'émergence des civilisations écrites. Le Moyen-Âge, c'est le christianisme en France, la féodalité. Pour les temps modernes, on peut parler de l'humanisme, qui sera suivi par les idées des Lumières, la monarchie absolue au niveau politique, et l'époque contemporaine, on pourrait parler de l'industrialisation, de la démocratisation au niveau politique. Mais ce découpage peut être contesté, il a des limites. Certains historiens ont proposé d'autres dates de rupture entre les périodes parce qu'ils se sont basés sur d'autres critères. Le découpage est vraiment un sujet à débat. Il existe des approches différentes et certains peuvent privilégier des événements politiques comme rupture, alors que d'autres vont plutôt prendre des événements sociaux ou culturels. On peut donc en choisir d'autres. Il faut bien retenir que ce découpage est basé sur des choix et ces choix peuvent être contestés. On a par exemple évoqué d'autres ruptures possibles pour la fin de l'Antiquité. Certains considèrent qu'elle se termine à la fin du règne de Justinien. Pour le Moyen-Âge, d'autres ont préféré la date de la prise de Constantinople en 1453 ou le début du règne de François Ier en 1515. Pour la fin des temps modernes, certains prennent plutôt le congrès de Vienne, donc la fin de la période napoléonienne, etc. Enfin, une dernière limite de la périodisation est qu'elle repose en grande partie sur une conception linéaire du temps, qui est celle de nos sociétés modernes, où les événements historiques se succèdent de manière chronologique. C'est-à-dire, il y a ce qui est passé, ce que l'on vit en ce moment, le présent, et ce qui adviendra, le futur. Cependant, d'autres cultures ou civilisations ont d'autres conceptions du temps, comme par exemple le temps cyclique des Mayas, où l'histoire se répète à travers des cycles temporels. Il y a des cycles de création, puis des cycles de destruction et des cycles de renaissance. Donc ces différentes conceptions du temps influencent la manière dont les sociétés envisagent et interprètent l'histoire. Elles peuvent parfois remettre en question la linéarité des périodes historiques telles que définies dans nos sociétés occidentales modernes. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu, que ça a été à peu près clair. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.